Reprenons un peu, après la séance d'hier, l'étape numéro 8 pour laquelle nous essayons de trouver le coefficient de convection côté tube. J'ai commencé par vous présenter donc l'écoulement turbulent, en commençant par lui, puisque, comme je l'avais signalé, c'est l'écoulement qu'il faudrait privilégier lors d'un dimensionnement. En d'autres termes, si vous faites le choix de deux passes côté tube et que vous vous apercevez que l'écoulement à l'intérieur des tubes se déroule en régime laminaire, vous devez augmenter le nombre de passes. Passer par exemple de 2 à 6 passes et voir dans ces nouvelles conditions si vous basculez de l'écoulement laminaire vers un écoulement turbulent pour pouvoir donc maximiser les taux de transfert. Donc je vous avais présenté hier les principales relations empiriques avec celle qui était très largement utilisée jusqu'à présent, c'est-à-dire celle de Seider-Tate, qui malgré sa faiblesse d'un point de vue précision, était encore très utilisée. Et en revanche, celle qui est la plus précise, c'est-à-dire celle de Gliński, eh bien c'est ça qui est le moins utilisé, paradoxalement, à travers le monde. Je vous avais cité les références, je vous avais cité, pardon, le classement par Scopus dans ces dernières années. Avant de partir voir un peu l'écoulement de transition, je rappelle juste que pour mettre au point les corrélations de nouvelle génération, Petukov ainsi que Gliński se sont basés sur l'analogie de Prandtl. L'analogie de Prandtl que j'ai rappelé hier, qui est comme ceci. Et, se baser sur l'analogie de von Karman, pardon, puisque le Prandtl il est à puissance 2 tiers au dénominateur. Et donc, c'est à partir donc de l'analogie de von Karman où Petukov a proposé ces constantes pour présenter sa relation empirique beaucoup plus précise que celle de Chilton-Colburn. Pardon, beaucoup plus précise que celle de Seider-Tate plutôt. Bien, une fois que tout ceci a été fait, maintenant nous allons voir un deuxième régime, très mal connu, très peu étudié, c'est le régime intermédiaire, pour lequel je dirais 2 mots. Donc, voici un peu ce que j'ai appréhendé hier, je m'étais arrêté ici. Nous allons maintenant passer à l'écoulement intermédiaire, c'est-à-dire pour lesquels le nombre de Reynolds varie globalement de 2300 jusqu'à 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000. Donc, si vous l'avez remarqué, partout l'écoulement y est turbulent, sauf pour cette relation de 59 proposée par Housen. Et vous voyez le nombre de Reynolds varier de 2300 jusqu'à 10 puissance 6. Par conséquent, elle est valable en écoulement turbulent, mais également en écoulement de transition. Ce n'est pas le cas de la deuxième relation, celle de 43, qui est strictement valable qu'en écoulement turbulent. Bien, donc retenons uniquement les relations qui sont valables en écoulement de transition, c'est-à-dire celle de Gliński, récente, relativement récente, et celle de Housen. Donc nous allons avoir ça, voilà. Et donc, je vais juste vous faire observer quelque chose. Housen, pour rendre compte de la variation du coefficient de transfert thermique dans un régime intermédiaire, a proposé la forme suivante, où vous voyez que le nombre Nusselt est globalement proportionnel à Reynolds à une certaine puissance, à une puissance m, moins une constante c. Cette puissance et cette constante sont ajustables en fonction des données expérimentales. En fonction des données expérimentales. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Gliński pour pouvoir justement
démarrer, ce n'est pas le cas de Petitkoff qui, lui, sa relation, comme vous le voyez, sa relation à Petitkoff, elle démarre de 10 puissance 4. Guinesky, pour pouvoir descendre jusqu'à la fin de l'écoulement laminaire, il a repris un peu l'hypothèse de Hausen qui, pour pouvoir décrire justement l'écoulement intermédiaire, a proposé à ce que le nombre de Nusselt soit proportionnel à Reynolds à la puissance 1 moins une certaine constante. Donc je continue comme ceci. Donc voilà, pour cette corrélation de Hausen, les publications qui la citent mettent en avant l'ouvrage de le Kakach. Il cite cet ouvrage que je n'ai pu avoir. Elle pourrait être donc présente dans cet ouvrage parce que je n'ai pas trouvé, l'article qui la cite. Ce sont juste des ouvrages sans référence qui la citent quelquefois. Et donc elle est attribuée à cette, enfin elle est présente sur cet ouvrage, le Kakach. Ou alors dans un autre ouvrage de Hausen lui-même, fait en 83, elle pourrait effectivement figurer dans cet ouvrage aussi. Mais je n'ai pu, ni pour le premier ouvrage, ni pour le second, vérifier que cette relation d'Hausen y était présente. Il est dit qu'elle est dans cet ouvrage, donc les publications, une publication de 2010 précisait que la publication était dans cet ouvrage, mais je n'ai pas pu avoir cet ouvrage et par conséquent je n'ai pas pu le vérifier. Bien, revenons un tout petit peu à cette relation. Comment Hausen l'a-t-il construite? En fait, c'est à partir des données expérimentales recueillies par Seider et Tate, en 1959, que Hausen a développé sa relation. Elle est valable pour un écoulement turbulent, mais également de transition, c'est-à-dire en développement, d'un point de vue évidemment thermique. Elle est valable pour plusieurs liquides. En plus de l'eau, vous avez de l'huile, l'essence, le kérosène et l'acétone. Donc voilà les deux relations valables en écoulement de transition. J'avais déjà précisé que le rapport des nombres de Prandtl pouvait se réduire au rapport des viscosités dynamiques, étant donné que nous l'avons dit que pour la plupart des liquides, la conductivité thermique K ainsi que la chaleur spécifique Cp sont relativement indépendants de la température ou bien varient très peu avec. C'est pour ça que tantôt vous trouverez Gliński avec un rapport de nombre de Prandtl, tantôt vous trouverez un rapport de viscosité, à la puissance 0,11 bien sûr. Ça, j'avais déjà précisé, c'est pour tenir compte des effets d'entrée. Bien, continuons pour aller voir maintenant, normalement, l'écoulement laminaire. Enfin, nous arrivons vers l'écoulement laminaire, à ne pas privilégier évidemment quand vous avez à faire une conception. Donc, nous allons voir donc les limites. Donc, c'est bien sûr Reynolds inférieur à 2300. Nous sommes en plein régime laminaire. Nous allons considérer le premier cas, le régime est hydrodynamiquement et thermiquement établi. Donc les deux régimes sont établis hydrodynamiquement et thermiquement, c'est-à-dire que les profils vitesse n'évoluent plus au long de la conduite. En d'autres termes, vous avez un profil de Poiseuille pour ce qui est de l'hydrodynamique qui se développe, qui est pleinement développé. Et le profil de température y est également établi. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux solutions. Nous avons d'abord considéré en fonction du conditionnement thermique pariétal, c'est-à-dire nous avons deux cas en général. Soit nous imposons une température de la paroi uniforme comme condition aux limites, ou alors nous avons le deuxième cas, c'est nous imposons une densité de flux thermique uniforme. Je m'explique. Quand vous allez avoir votre zone test et que vous voulez réaliser une expérience, vous avez soit à imposer une température de la paroi uniforme, soit la densité de flux est uniforme. Donc on va noter ça avec l'abréviation suivante, UHF pour dire Uniform Heat Flux, pour une densité de flux thermique uniforme. Vous avez Nusselt qui est égal à la valeur 436, c'est une valeur que l'on peut démontrer. Et
vous avez dans le second cas, lorsque la température pariétale est uniforme, et bien dans ce cas, vous trouvez un nombre de Nusselt égal à 3,66. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à dire à propos? Donc j'ai dit, pour ce problème, lorsque les profils de vitesse et de température sont parfaitement établis, le problème est connu sous le nom du problème de Graetz. Parfois, vous trouverez également le problème de Graetz-Nusselt. Donc dans ce cas, comme je l'ai dit, le profil de température est celui de profil de vitesse pardon, est celui de Poiseuil, il est pleinement développé, et une température est imposée à l'entrée de la conduite. Pour ce qui est de l'équation de l'énergie, la dissipation visqueuse ou bien la fonction de dissipation est négligeable, c'est-à-dire que les frottements ne génèrent pas de température. Et vous avez la conduction axiale qui est également négligeable, c'est-à-dire les dérivées secondes, la température par rapport à x2, la direction de l'écoulement, elles sont négligeables par rapport aux dérivées par rapport au rayon, les dérivées de température par rapport à R2. Bien, donc voilà pour le cas où les régimes hydrodynamiques et thermiques sont établis. Vous avez deux solutions. Soit vous êtes à densité de flux thermique uniforme, et donc la Nusselt est égal à une valeur asymptotique égale à 3,36, ça ne dépend pas du nombre de Prandtl ni du nombre de Reynolds, pourvu que vous soyez évidemment en régime laminaire. Ou bien vous avez dans le cas d'une température pariétale uniforme, le Nusselt qui est égal à 3,66. Sinon, lorsque vous n'avez que le régime hydrodynamique qui est établi, mais pas le régime thermique évidemment, que se passe-t-il? Vous avez des relations que je vais commencer par celle de Seider-Tate, une nouvelle relation, celle de Seider-Tate, d'abord celle de Hausen en 43, la voici, et celle de Seider-Tate, que voilà. Bien. Alors, faisons un peu un arrêt sur cette relation de Hausen. Vous remarquerez que si L sur D1, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est dit ici, voilà, le nombre de Graetz, c'est quoi? C'est le nombre de Peclet thermique fois D sur L. C'est Reynolds-Prandtl fois D, le diamètre intérieur de la conduite, sur la longueur du tube, la longueur de la conduite. Ça, c'est le nombre de Graetz. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Si je vois ici, si la longueur de la conduite est très grande, c'est-à-dire j'ai affaire à une longueur qui tend vers l'infini, ou du moins très très grande devant D, donc vous allez avoir D sur L qui tend vers 0, donc ici vous allez voir 1, 0 sur 1 c'est 0, vous trouvez la solution asymptotique, à savoir le nombre de Nusselt égal à 3,66. Pourquoi je dis ça? Parce que pour la relation de Seider-Tate, ce n'est pas le cas. Vous le voyez, si L tend vers l'infini, Nusselt tend vers 0. Alors, évidemment pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons deux cas. Quand vous avez une conduite qui est longue, en d'autres termes, quand vous avez ce cas-là, vous mettez directement Nusselt égal à 3,66. Donc pour Seider-Tate, il faut prendre ses précautions. Si vous trouvez une valeur inférieure à 3,66, vous mettez 3,66. Ou alors, directement, vous vérifiez cette inégalité. Si vous êtes dans ce cas-là, directement, vous mettez Nusselt égal à 3,66. Ou alors, dans les calculs, quand vous trouvez que Nusselt il est inférieur strictement à 3,66, vous mettez 3,66 pour la valeur du nombre de Nusselt. Voilà un peu ce que l'on pouvait dire à propos de l'écoulement laminaire. Maintenant, après les relations de Seider-Tate et celles d'Hausen, il y a eu pas mal d'autres relations. Par exemple, les relations de Hausen de C59, respectivement pour une densité de flux thermique uniforme et une température pariétale uniforme. Mais ce n'est pas uniquement cela. Il y a ensuite, en 78, il y a un très bel ouvrage qui résume les publications, les corrélations, et propose ces nouvelles générations de corrélations pour pouvoir, en fonction de votre cas, déterminer le nombre Nusselt en écoulement en régime laminaire.
Je vais mettre juste des conditions thermiques, comme ça on ne se trompe pas. Là, c'est pour des températures uniformes, pariétales. Densité de flux thermique uniforme. Et comme je l'ai dit, Hausen. Ici, vous avez une densité de flux thermique uniforme. Et ici, vous avez une température, c'est l'inverse, uniform world temperature. Ici, c'est la température uniforme et ici, c'est la densité de flux thermique uniforme. Bien voilà, il me reste maintenant, voilà le résumé de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Si nous devions résumer le laminaire que voici. Ensuite, après cela, je vais faire une toute petite remarque concernant les travaux de Ferguson et Eagle. Ils sont relatifs à l'écoulement de l'eau dans des conduites cylindriques de section droite circulaire. Ils proposent une relation beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise, c'est-à-dire que tout ça marche, tout ce que je vous ai présenté ici marche, mais il y a une relation beaucoup plus précise, celle de Ferguson et Eagle, que je vais présenter à la séance prochaine, qui marche beaucoup plus. Je viens de me rappeler, donc pour le cas particulier de l'eau, on laissera ça pour là. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de parler de quelque chose pour l'écoulement turbulent, là maintenant, quand je vous ai présenté. Non, pas là. Ouais, ici. J'ai oublié de vous dire que ce qui s'est passé pour Glinski, les travaux de Glinski, les plus récents. Comme je l'ai déjà signalé à la séance précédente, l'étude de transfert la plus récente a contribué de manière très significative à la théorie du transfert thermique en régime turbulent, a été menée par Gnilinski. Gnilinski, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, en 1976. Donc, le travail qu'il a fait globalement, c'était d'évaluer les travaux entrepris par Hausen en 1959. Par Hausen en 1959. Donc ensuite, il a comparé ces résultats de Hausen avec une publication de F. Schmidt de 1966. Il s'avère que la corrélation de Hausen sous-estime le coefficient de convection au grand nombre de Reynolds. En revanche, elle marche très bien quand on est dans un régime intermédiaire. Et c'est pour cela qu'il s'est basé pour pouvoir décrire le régime intermédiaire, de faire en sorte que son nombre Nusselt y est également proportionnel à Reynolds moins 1000, avec une puissance égale à 1. Voilà, j'avais oublié de vous parler de ça, c'était écrit mais je n'avais pas parlé. Je termine ainsi cette séance qui va être courte par rapport à celle d'hier, et celle d'hier était très longue, je suis désolé. Je ne pensais pas qu'elle allait prendre autant de temps, c'est peut-être parce que j'ai mis en avant les analogies de Reynolds, de Colburn et de Prant-Taylor et von Karman peut-être, j'ai passé beaucoup de temps à parler peut-être, je suis désolé. Voilà, ceci termine un peu la méthode d'obtention par le biais des corrélations de H. Je vais donc dans la séance prochaine parler un tout petit peu du cas de l'eau, peut-être, et passer à la deuxième manière. Je vous avais dit il y avait deux manières. À partir du facteur de Colburn, le facteur de Colburn, nous allons présenter une courbe qui est très largement utilisée dans plusieurs ouvrages et voir comment est-ce qu'on va utiliser cette ABAC pour pouvoir retrouver le coefficient de convection très simplement, sans se soucier de savoir si on a un écoulement laminaire ou turbulent. Voilà, ceci termine cette séance. J'espère que c'était un peu plus clair. Voilà, c'était clair. S'il y a des interrogations ou quelque chose qui n'est pas juste, surtout, hein, parce qu'il y a beaucoup de corrélations, j'ai beaucoup peiné pour pouvoir retrouver l'origine de ces relations et pouvoir les vérifier. S'il y a des erreurs, si vous avez des commentaires, laissez-les-moi s'il vous plaît, comme ça je reprends ce qui serait peut-être faux. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt j'espère. Au revoir.